Les présidents des 8 pays membres de l'UEMOA sont à Abidjan à l'invitation du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union. Un sommet extraordinaire de l'UEMOA se tient ce lundi au Sofitel, Hôtel Ivoire. La mangue ivoirienne est au centre d'une rencontre internationale. C'est le premier symposium sur la mangue en Côte d'Ivoire, un symposium qui va réunir des participants venus de plusieurs pays africains, des États-Unis et d'Europe. Nous nous rendrons également en Égypte où le président Abdel Fattah al-Sisi a décrété dimanche soir l'état d'urgence après 2 attentats kamikazes contre des églises coptes, des attentats qui ont fait au moins 44 morts à Alexandrie et à Tanta dans le Delta. Voilà pour le sommaire. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce 13h. À l'invitation du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, un sommet extraordinaire de l'UEMOA se tient à Abidjan ce lundi depuis 10h au Sofitel Hôtel Ivoire. Tous les chefs de l'État de l'UEMOA sont arrivés ce lundi matin à Abidjan en vue de prendre part à ce sommet. Ce sont les présidents de la République du Burkina, du Togo, du Bénin, du Niger, de la Guinée-Bissau, du Mali et du Sénégal. Tous ont été accueillis à leur arrivée par le vice-président Daniel Kablan-Duncan et des membres du gouvernement. Je vous propose d'écouter le chef de l'État. C'était à l'ouverture de ce sommet. Au plan sécuritaire, en dépit des efforts déployés par l'Union et nos pays respectifs, la situation demeure préoccupante dans la sous-région. Elle est marquée par la recrudescence d'actes terroristes, d'enlèvements et autres crimes perpétrés par des groupes armés non étatiques dont la seule volonté est de s'aimer la peur et le chaos. Face à ces menaces devenues malheureusement permanentes, il est urgent d'intensifier la mise en œuvre du plan d'action pour la paix et la sécurité dans l'espace UEMOA, adopté le 5 juin 2016 à Dakar. Et à cet égard, je voudrais, en votre nom à tous, saluer l'action du comité de haut niveau sur la mise en œuvre du chantier paix et sécurité sous le leadership de notre frère, le président Macky Sall. Avec un taux de croissance économique de 2,8% en 2016, l'UEMOA affiche un taux de 4 fois supérieur à la moyenne de l'Afrique subsaharienne, car ce taux pour l'Afrique était seulement de 1,6%. Les perspectives économiques pour l'année 2017 sont également favorables, malgré toutes les contraintes que nous vivons au quotidien. Ces résultats encourageants sont le fruit de politiques économiques cohérentes, mises en œuvre par nos pays respectifs avec l'accompagnement des organes et des institutions communautaires et bien sûr le soutien de la communauté internationale. Les bonnes performances économiques de notre Union ne doivent pas occulter les défis auxquels nous sommes confrontés. Ces défis concernent, outre la menace sécuritaire déjà mentionnée, la baisse de la demande en provenance des économies émergentes, la baisse des cours des principaux produits de base et, comme indiqué par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la baisse de la liquidité bancaire et le recul des réserves de change. Au cours de la session de ces jours, je propose que nous nous penchions sur l'état de notre Union, ainsi que sur la gouvernance de nos institutions, en vue de prendre des décisions et les décisions nécessaires pour renforcer notre cohésion, ainsi que notre intégration régionale pour le bien-être des populations de notre espace communautaire. Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, honorables invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais pour terminer vous réitérer mes sincères remerciements pour avoir répondu tous favorablement à notre invitation à prendre part à cette réunion au cours de laquelle nous serons amenés à prendre d'importantes décisions
pour l'avenir de notre Union. Quels sont les enjeux de ce sommet extraordinaire? Éléments de réponse avec Mahama Traoré et Abiba Dombele-Saoué. Lors de ce sommet extraordinaire d'Abidjan, les chefs d'État de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest africaine, tenteront une fois de plus de trouver un successeur à Cheikh Hadjibou Soumaré, l'actuel président de la Commission, en fin d'exercice depuis 2015. Le mandat du Sénégalais a été prorogé par la conférence des chefs d'État de l'Union. Le temps pour eux de parvenir à un consensus sur le choix du nouveau patron de la Commission. 2 pays convoitent ce poste, le Sénégal et le Niger. Également à l'ordre du jour de cette conférence, l'évaluation des processus d'intégration dans la zone franc, tout comme la sécurité et notamment la lutte contre le terrorisme. Au vu de la menace qui plane sur la région, nul doute que les 8 chefs d'État de l'Union plancheront sur le renforcement de la coopération dans cet espace. Ce défi que nous lance le terrorisme n'est pas insurmontable. C'est ensemble que nous pourrons le relever, car aucun État ne dispose seul de moyens pour combattre ce fléau auquel nous sommes tous confrontés. Il nous faut donc agir vite et agir efficacement. Nous devons pour cela veiller à la mise en œuvre rapide des mesures contenues dans le plan d'action et donner à la Délégation générale à la paix et à la sécurité, qui vient d'être créée au sein de la Commission, le statut et les moyens y afférents. Créée en janvier 1994 à Dakar, au Sénégal, l'UEMOA regroupe les 8 pays de l'Afrique de l'Ouest liés par l'usage du franc CFA comme monnaie. L'organisation vise l'avènement d'un espace économique harmonisé et intégré qui assure une totale liberté de circulation des personnes et des biens. Depuis janvier 2016, la présidence de la conférence des présidents des États membres de l'UEMOA est assurée par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. La 9e conférence panafricaine sur le thème « Investir en Afrique » aura lieu également ici à Abidjan. Les dirigeants de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de plus de 50 pays africains sont réunis dans la capitale économique. La conférence panafricaine, c'est l'occasion pour les dirigeants de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de discuter des défis humanitaires et du développement de l'Afrique. La conférence a démarré hier dimanche. Elle se poursuit jusqu'au 12 avril prochain. Perpétuquement, Justine Seydjike. La Croix-Rouge de Côte d'Ivoire veut renforcer les relations de coopération et de partenariat à travers la 9e conférence panafricaine qu'elle organise. Occasion pour 54 sociétés nationales africaines de se réunir pour réfléchir ensemble sur les priorités humanitaires actuelles du continent afin de déterminer l'orientation des efforts que la Croix-Rouge et ses partenaires doivent fournir pour apporter des réponses dans les 4 années à venir. La jeunesse nous a demandé de leur faire confiance, de leur accorder une place, de leur faire confiance et c'est ce qui a été fait à la 9e conférence panafricaine. La mobilisation de tous les jeunes Africains est nécessaire pour voir les changements importants et aussi pour promouvoir la coopération entre les différents volontaires. Auparavant, on a vu que cette jeunesse-là n'était pas écoutée. Elle n'avait pas de pouvoir de prise de décision lors des grandes réunions. D'ailleurs, même on ne les invitait même pas. Donc, c'est les grandes personnes qui décidaient pour les jeunes. Mais les gens qui ne sont pas pour une génération ne peuvent pas décider pour une autre génération. Souvent, on dit les jeunes, c'est l'avenir, mais l'avenir, c'est maintenant. Et on ne peut pas attendre de dire c'est tout le temps l'avenir et se dire c'est pour demain quand on écoute les chiffres et le nombre de jeunes qu'il y aura qui va doubler dans plus de 10 ans. C'est vraiment important de prendre conscience maintenant, de changer fondamentalement la structure et le système pour pouvoir accueillir au mieux les jeunes. L'insécurité alimentaire, l'immigration, les problèmes de santé sont entre autres les sujets qui vont être évoqués par la jeunesse africaine pendant les 4 jours que va durer cette 9e conférence panafricaine. Réforme des textes réglementaires des professions auxiliaires du transport maritime. C'est le thème de l'atelier de la Direction générale des affaires maritimes et portuaires. Cet atelier avait pour objectif de modifier les dispositions réglementaires de 1997 touchant aux professions de manutentionnaires, de consignataires et d'avitailleurs maritimes. Issa Chonanyeo.
Insuffler un nouveau dynamisme aux professions de manutentionnaires, de consignataires et d'avitailleurs maritimes dans les ports ivoiriens. C'est tout le sens de l'atelier de validation des projets de textes modificatifs relatifs à la réglementation des activités des auxiliaires du transport maritime. Il s'est agi de réfléchir sur deux types de textes. Le premier concernant les professions de consignataires maritimes et de manutentionnaires portuaires, et le deuxième texte relatif à l'avitaillement maritime. Le ministre a souhaité, dans sa vision éclairée, de songer au toilettage de ces textes parce que d'abord, ce sont des textes qui sont vieux, qui sont désuets, qui sont surannés, dépassés. Et donc, dans la période également, depuis qu'ils ont été pris, c'est-à-dire en 1997, il s'est créé des situations et des professions qui n'étaient pas visées par ces textes. Le représentant du ministre des Transports salue la qualité des travaux qui permettra au port ivoirien d'être plus performant. En raison des difficultés rencontrées dans ce sous-secteur d'activité, il était impérieux d'adapter la réglementation des activités des auxiliaires du transport maritime et portuaire afin de favoriser une productivité et une compétitivité soutenue de nos ports. Il a promis que la résolution de l'atelier feront l'objet d'une analyse profonde par le cabinet afin de permettre aux opérateurs maritimes de travailler convenablement. Démarrage de la phase pilote de la couverture maladie universelle. Le ministre de l'Emploi, de la Protection sociale a visité le centre médical de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny qui a été réhabilité et équipé. Jean-Claude Kouassi est allé s'assurer du bon fonctionnement des services, des différents services. Djeneba Ouattara et Amadou Ouattara Al-Walter, RTI Boaké. La couverture maladie universelle bientôt dans sa phase active. La phase pilote débutera avec les étudiants des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. Les sites devront abriter l'opération sont en réhabilitation. Ainsi, pour s'assurer de l'avancement des travaux et du bon fonctionnement des différents sites, une tournée du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale est initiée dans les centres de santé de ces universités. C'est dans ce cadre que le centre médical de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro a été visité. Visite au cours de laquelle le ministre Jean-Claude Kouassi s'est dit satisfait de l'état de ce centre rénové. Nous sommes venus nous assurer que les équipements sont là, que le mobilier est là, que le personnel peut répondre en temps et en heure aux besoins et aux préoccupations des étudiants souffrants ou qui viennent en consultation. D'ici fin avril, nous aurons tout terminé pour que ce lancement soit possible. Pour les responsables du centre de santé et les étudiants, le projet de la CEMU est une opportunité à saisir. Ils ne vont pas payer les consultations, mais il faut dire que les autres actes, par exemple les soins dentaires, ils auront à payer les 30% comme la CEMU l'a dit. Aujourd'hui, je pense que le souci du gouvernement de rapprocher les soins des populations est un acquis. Je suis très heureux. Avant, on se déplaçait pour aller en vélo, pour aller faire tous ces examens-là. Un appel à tous mes camarades étudiants qui ne sont pas encore fait enrôler, de venir se faire enrôler. Le ministre de l'Emploi, de la Protection sociale exhorte donc les étudiants à s'approprier le dit projet. Au total, 9 sites seront visités, dont les centres de santé des universités Alassane Ouattara de Boaké et Peleforo Gonkoulibaly de Korogo. Claude Isaac-Dé, le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, lui, a visité les ouvrages de drainage des eaux des sites jugés critiques. C'était le samedi dernier à la Riviera Bonhumain, aux Deux Plateaux, à Agban et à L'Indénié, entre autres. L'objectif était de s'enquérir de l'état de ces sites avant le début de la saison des pluies. Patricia Omoetia. La présence du ministre Claude Isaac-Dé sur le terrain s'inscrit dans le cadre de la pré-campagne que va conduire le gouvernement pour une saison des pluies moins désastreuse. Les saisons de pluie causent tous les ans des dégâts liés la plupart du temps à des problèmes de canalisation et d'assainissement. Le ministre Claude Isaac-Dé a donc visité les ouvrages de drainage des eaux de sites jugés critiques. Nous intervenons avant la saison des pluies, nous assurer que tous les ouvrages fonctionnent. Donc c'est pour ça que nous sommes passés sur différents sites pour voir le niveau d'ensablement. Les communes ont été aussi informées pour faire leur part. Le gouvernement s'organise, c'est pour ça que vous avez autour de moi les différents chefs de projet. On a noté aussi que certains ouvrages et emprises d'ouvrages
ont été recolonisés. Donc il nous appartiendra de mettre en place des mesures pour pouvoir les dégager, faire en sorte que ces emprises soient complètement libérées. Au terme de sa visite, le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme s'est félicité de ce que l'ensemble du système mis en place pour canaliser les eaux fonctionne de façon générale, notamment le dispositif déployé au niveau du carrefour de l'Indénié pour le bassin de Gourou. Je vous le disais en titre, la mangue ivoirienne est au centre d'une rencontre internationale. C'est le premier symposium sur la mangue en Côte d'Ivoire, un symposium qui va réunir des participants venus de plusieurs pays africains, des États-Unis et d'Europe. Le reportage est signé RTI Boaké. Accroître les exportations, la compétitivité de la mangue fraîche est transformée en Côte d'Ivoire. Thématique principale du premier symposium sur la mangue ivoirienne. Ce premier symposium international intervient comme une occasion de définir les actions à mener afin de lever les barrières techniques et phytosanitaires au commerce de la mangue fraîche et transformée. Venus de 7 pays africains, de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique, les participants ont échangé sur les ressources telles que les universités, les institutions internationales et les organismes privés. Ressources qui permettront d'assurer un développement durable du secteur de la mangue. Pour la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, ce symposium s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national d'investissement agricole PNIA. Il s'agit d'intégrer davantage notre pays dans la chaîne des valeurs mondiales de cette spéculation afin d'accroître les revenus des acteurs ivoiriens de la filière. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a annoncé la construction des usines de séchage de la mangue. L'accélération de notre capacité de transformation de la mangue ici, dans le district de Savanes. Nous accueillons avec une très grande satisfaction l'annonce de l'installation toute prochaine par la compagnie Jab Dried Fruits Product de 3 unités de 30 tonnes chacune par an, soit 90 tonnes de mangue séchée dans le district de Savanes. Les États-Unis se sont engagés à faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays au niveau de la mangue. En 2016, la Côte d'Ivoire a produit plus de 150 000 tonnes et exporté 32 000 tonnes de mangue. La mangue est le 3e fruit exporté après la banane et l'ananas. C'était un reportage de Kwadio Kwame, notre confrère de RTI Boaké. La lutte contre l'exportation illicite des produits agricoles se poursuit. En la matière, les éléments de la brigade de gendarmerie de Kong viennent d'intercepter 20 tonnes d'anacarde en route pour le Burkina Faso. Kader Sogodogo, RTI Boaké. Brigade de gendarmerie de Kong. Un camion remorque intercepté. Son contenu de l'anacarde. 20 tonnes au total. Cette prise est à mettre à l'actif des éléments de la gendarmerie nationale basés dans la ville historique qui, sur information anonyme, vont mener une enquête qui aboutit à la frontière ivoiro-burkinabé à l'interception de cette richesse agricole ivoirienne. Cette belle prise est l'œuvre des éléments de la brigade de la gendarmerie de Kong qui ont réussi à intercepter ce véhicule qui fonçait tout droit au Burkina Faso, où des acheteurs attendaient pour prendre possession de la cargaison. C'est le lieu de souligner ici que si les fraudeurs sont traqués du côté de Ouangolo, ils espèrent trouver des portes de sortie, notamment vers Kong. Nos éléments qui sont aux différents corridors et aux différents postes seront là pour faire échec. Pour rappel, la campagne 2016 de commercialisation de l'anacarde a été marquée par une baisse de la production qui s'établit à 649 587 tonnes contre 702 510 tonnes en 2015. Si des raisons climatiques ont été évoquées pour justifier la baisse, il va sans dire que l'exportation illicite en reste une cause. Pour cette année 2017, la Côte d'Ivoire entend produire environ 715 000 tonnes. Le département de Kong entend tout mettre en œuvre pour ne pas être un passage pour le trafic. La brigade de gendarmerie de la ville travaille dans ce sens.
La Copalba, c'est la coopérative agricole de Lassina Bango. Elle a organisé récemment sa 12e assemblée générale ordinaire. En plus des activités agricoles, plusieurs actions de développement sont initiées par la coopérative au profit des populations. Chantal et Ouman Akandan. Située à 65 km de San Pedro, la coopérative agricole Copalba s'est démarquée par la qualité des services qu'elle offre à ses membres. Au cours de sa 12e Assemblée générale, elle est félicitée pour ses actions de développement dans le village de Méné Centre, où elle est installée. En 2016, cette coopérative a fourni à ses membres 3500 sacs d'engrais, octroyé des prêts pour la scolarisation des enfants du village, la réhabilitation de l'école publique du village et le reprofilage de plusieurs tronçons de route. Yaoukra, PCA de la coopérative, a saisi l'occasion pour inviter les autres coopératives à bien s'organiser pour de meilleurs résultats en fin de saison. À ce jour, la Copalba regroupe en son sein plus de 1000 coopératives. Nous restons à Korogo où 2 groupes de bandits viennent de tomber dans les filets de la brigade de gendarmerie de la ville. Les membres de ces 2 gangs ont été déférés à la maison d'arrêt et de correction de Korogo. Teresta Peyoboué nous en dit plus. Et ils sont tous jeunes. Leur âge varie entre 19 et 25 ans. Ils appartiennent à 2 gangs différents. Leur lieu de prédilection, les principaux axes routiers du département de Dikodougou. On a arrêté un véhicule, un badjan. Donc maintenant, quand ça a garé là, donc le chauffeur a fui, les apprentis a fui. Donc il restait les passagers, il y avait 6 passagers. Ils ont fouillé, je ne sais pas comment on a eu. Ça c'était ma première fois. Depuis on a quitté là-bas, je dis à mes petits là-bas, traverse là, il ne peut pas faire. Il y a 2 femmes et 2 enfants. Pour ce que nous on a fait là, il ne faut pas qu'un de eux va faire encore. Ces bandits appartiennent à 2 gangs différents, mais très solidaires dans les attaques. Heureusement, les éléments de la brigade de Dikodougou ont décidé de mener la vie dure à ces bandits. À la collaboration de la population. On a reçu un appel anonyme. Automatiquement, j'ai dépêché 4 éléments sur le lieu. À leur repli, ils ont croisé mes éléments. On a pu appréhender un avec son pistolet. Et ce dernier a cité les autres. Des armes et des munitions ont été retrouvées aux mains de ces bandits à Karafine, dans la sous-préfecture de Guiembé, toujours dans le département de Dikodougou. Le commandant de la gendarmerie mobile de Korogo appelle à la collaboration de tous. Au moment de leur interpellation, 2 membres des 2 gangs ont disparu dans la nature. Ils sont activement recherchés. Les autres ont été déférés à la maison d'arrêt et de correction de Korogo. Selon le code pénal, ils encourent au moins 20 ans de prison. Un petit mot de politique dans ce journal. Le PDCI a fêté ses 71 ans le dimanche 9 avril, un anniversaire placé sous le signe de la mutation, de la redynamisation du parti. Une conférence a été dite sur le thème « Le PDCI face à de nouveaux défis, rôles et responsabilités dans le nouvel espace politique ivoirien ». Certains militants ont été distingués lors de cette célébration. Le reportage de Gabriel Zani. Ce dimanche 9 avril, dans l'auditorium du siège du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, c'est le clou de la célébration des 71 ans du parti. Le PDCI rompt avec la tradition pour ses noces de platine. La cérémonie est moins faste que celle des 70 ans célébrés en 2016. Aujourd'hui, le PDCI nourrit l'ambition de se transformer, de rajeunir. Le message de mutation est livré par son secrétaire exécutif. Militantes et militants, notre parti ne saurait s'arc-bouter sur son passé et être inhibé par la nostalgie de ce passé, fut-il glorieux. Il nous est fait obligation aujourd'hui de saisir les mutations de notre société et de nous adapter aux réalités de notre monde contemporain pour en assurer la pérennité. Le PDCI refuse de s'arc-bouter sur le passé et d'être défini comme un parti de vieux. Dans ce sens, la conférence tenue par ce jeune militant lance 3 défis au PDCI pour qu'il se réinvente. Le parti doit pouvoir intégrer
la jeune génération, mais également les quinquagénaires, parce qu'un parti, c'est une somme d'expérience et un horizon d'attente. S'adapter au numérique pour créer une nouvelle image, lutter contre l'usure du temps, appelle le parti à présenter de nouveaux visages. Mais avant, le PDCI sait reconnaître le mérite de ces ténors. C'est une distinction, donc c'est une marque de reconnaissance. Et que cela se fasse au sein de mon parti. Le PDCI-RDA, que j'ai toujours appelé la maison de mon père, ne peut qu'augmenter ma satisfaction. Je suis fier d'être PDCI. J'ai collaboré étroitement avec le président François Boigny. Je sais ce que le PDCI représente pour lui. Être décoré aujourd'hui dans ce parti, c'est une fierté. Grand officier, chevalier dans l'ordre du Bélier, des distinctions qui font honneur aux militants, dont la détermination permettra au PDCI d'accéder de nouveau à la souveraineté nationale. Parlons à présent autonomisation de la femme. Lors de 2 rencontres internationales, la promotrice du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, Euphrasie Kwasi-Yao, a partagé l'expérience ivoirienne de promotion du genre, un outil de valorisation du leadership féminin et de promotion de la paix. On en parle avec Moussa Konaté. Elle a porté la voix de la Côte d'Ivoire à ce colloque international du Centre d'activité francophone de la Bibliothèque d'Alexandrie en Égypte. Euphrasie Kwasi-Yao vend l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de promotion du genre. Elle défend le compendium des compétences féminines comme outil de valorisation du leadership féminin. Ce programme a contribué à créer en Côte d'Ivoire un environnement favorable au renforcement de la volonté des femmes à investir les cercles de pouvoir et surtout les postes de décision. Il a eu la particularité de favoriser le rapprochement entre des femmes de toutes les ethnies, de toutes religions, de tout parti politique. Accompagnée dans cette mission par Jeanne Pemont, conseillère du président de la République chargée du genre et des affaires sociales, la délégation ivoirienne a communiqué à l'ensemble des participants les actions entreprises par les autorités ivoiriennes sur la question du genre. Euphrasie Kwasi-Yao a aussi pris part au petit déjeuner de travail du Sénat français à Paris. À cette tribune, elle a mis en évidence l'engagement du chef de l'État Alassane Ouattara dans la promotion et l'autonomisation des femmes. Direction Lakota, où la politique a longtemps divisé les populations. Une journée de cohésion y a été organisée récemment pour sceller définitivement l'union et la solidarité dans le Lodjibois. Cette rencontre a réuni l'ensemble des cadres de la région déterminés à relever le défi de la cohésion sociale. C'est ce que nous dit Mamadou Kwasi. Les femmes autochtones et allogènes dansant au pas de la musique du terroir d'Ida. Les candidats vaincus aux dernières législatives réunis autour du vainqueur pour parler de développement et de lutte contre la pauvreté. Nous sommes à Gagoré, dans le canton Ziki, dans le département de Lakota. Ces fils et filles de ce canton décident de s'unir et de parler désormais d'une seule voix. L'initiative des cadres a eu l'adhésion des chefs coutumiers et religieux qui ont décidé de s'investir également pour renforcer la cohésion sociale et surtout pour le développement du canton Ziki. Le député des Zikisso, Abadi Miezan, et les cadres promettent poursuivre les actions de développement déjà entreprises par le chef de l'État, Alassane Ouattara, dans leur région. Nous voulons vraiment ces 2 châteaux d'eau-là en urgence pour que nos fonctionnaires de l'État bénéficient au moins de l'eau potable. Aussi, c'est vraiment un handicap très grave dans notre région. Depuis plus de 50 ans, on a des problèmes de route. Sans réconciliation, sans paix véritable, sans cohésion entre les cadres et les élus, il ne saurait y avoir, n'est-ce pas, de développement. Le ministre Amédée Kouakou, cadre de la région par ailleurs parrain de la cérémonie, a salué le retour de la cohésion sociale dans la région du Lodjibois. Pour lui, le développement passe par la paix. C'est pourquoi il appelle l'ensemble des fils et filles de la région du Lodjibois à l'union et à la solidarité. Le développement ne peut pas aller avec la désunion des cadres. Au départ donc, de cette région, on voudrait donc lancer un appel à la cohésion de l'ensemble des fils donc, de la Côte d'Ivoire pour que nous puissions travailler ensemble dans la paix, dans la cohésion, pour que le programme du chef de l'État puisse être déroulé. Message bien apprécié par les cadres. Ensemble, ils comptent relever tous les défis de développement, et ce à travers la construction d'écoles primaires et de collèges, des centres de santé et l'adduction en eau potable.
L'actualité internationale en bref et en images. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a décrété dimanche soir l'état d'urgence après 2 attentats kamikazes contre des églises coptes. Des attentats qui ont fait au moins 44 morts à Alexandrie et à Tanta dans le Delta. Les attentats ont été revendiqués par le groupe armé État islamique. Pour prendre effet, l'état d'urgence doit être approuvé par le Parlement où le président jouit d'une écrasante majorité. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur nos antennes.